Des écrivains jumeaux mis en abîme de l'auteur. Alors ce matin, ou ce midi, je voudrais vous parler des écrivains jumeaux dans deux films américains, La part des ténèbres de George A. Romero, 1993, et Adaptation de Spike Jonze, 2002. Ce dernier ayant été inclus dans le programme des films proposés par le Cinémathèque et montré le 15 octobre dernier. Le film de Romero, scénarisé par lui-même, adapte le roman éponyme de Stephen King, sorti quelques années plus tôt, en 1989. Il fut alors le livre le deuxième mieux vendu de l'année. Stephen King est, comme chacun sait, un grand auteur américain, maître de l'horreur et du surnaturel, champion des best-sellers, adoré par son immense public, mais parfois minorisé par l'élite culturelle et notamment par le professeur Harold Bloom, qui dit de King qu'il ne mérite pas d'être lu par un lecteur sérieux ayant connu Proust, Joyce, Henry James, Faulkner et tous les autres maîtres du roman. Mais ses partisans l'appellent le Mark Twain ou bien le Charles Dickens de notre époque, se référant à d'autres écrivains considérés à leur époque comme vulgaires. L'auteur du scénario du film de Jones est, comme en 1999 pour Dans la tête de John Malkovich, Charlie Kaufman, chouchou de l'intelligentsia, artiste censé donner quelques lettres de noblesse au cinéma américain, qui passe parfois pour un cinéma de masse moins raffiné que l'européen, et même aux yeux des Américains. Pourquoi rapprocher ces deux films apparemment conçus pour des publics différents? Le premier plus populaire que le deuxième plus élitiste. Parce qu'ils sont uniques dans leur genre. Ils ne sont pas seuls dans le genre film sur les jumeaux, mais ceux-ci sont rarement des films de qualité destinés aux adultes. Parmi eux se retrouvent les héros de nombreuses versions du Masque de Fer, des adaptations du Vicomte de Bragelonne de Dumas, dont l'un de 1900 avec Douglas Fairbanks. On peut mentionner quelques rôles de jumelles dans la période classique pour Greta Garbo, ou Bette Davis, ou bien, trop cher, des jumeaux de David Cronenberg dans Faux Semblants de 1988, ou une paire de maris jumeaux chez Peter Greenaway dans Zoo de 1984. Mais des jumeaux écrivains, je n'en vois pas d'autres que les deux films que j'analyse aujourd'hui. Si vous en connaissez, je vous prie de me les faire connaître. Je n'en ai pas retrouvé dans les deux corpus de films que j'ai compilés. L'un pour un livre de 2001 sur les écrivains dans le cinéma américain, c'était un corpus de 377 films, et l'autre pour un article de 2013 sur les films biographiques concernant les écrivains, 33 films. J'ai regardé 20 films de plus pour cette recherche, ce qui fait en tout un total de 430 films. Et voilà, 430 films. Je n'avance pas l'idée qu'il y ait eu influence du film de George Romero sur celui de Spike Jonze, quoique on ne sait jamais. Mais leur caractère unique en soi les rend particulièrement aptes à être analysés en parallèle. Alors, on commence par La part des ténèbres. George Romero. Donc, Romero est bien sûr le père des zombies qui pullulent dans sa série de 6 films à partir de Night of the Living Dead, La nuit des morts vivants, de 1968. Il a également créé pour le grand écran un autre film adaptant Stephen King, Creepshow, de 1982, et quelques-uns pour la télévision. On se rappelle que les œuvres de Stephen King ont été adaptées dans au moins 70 films et téléfilms. King aime le cinéma et a été acteur et scénariste. Il a également produit et réalisé des films, pas toujours avec succès. Les personnages d'écrivains sont abondants dans ses romans et nouvelles, comme dans les films tirés de ses œuvres. Shining 1980 de Stanley Kubrick, Stand By Me 86 de Rob Reiner, Misery 1990 du même Rob Reiner, ou encore Fenêtre secrète 2004 de David Koepp, et bien sûr La part des ténèbres sortie en 1993.
Comme Stand By Me, La part des ténèbres est autobiographique et il raconte le moment où l'on a menacé de révéler le fait que les livres d'un certain Peter Bachman, moins estimés que ceux de King, étaient en réalité écrits par l'auteur plus célèbre. L'équipe de King a choisi de devancer cette crise en révélant elle-même l'unicité des deux auteurs. Ainsi, dans La part des ténèbres, un professeur de fac, auteur aux ambitions artistiques, vendant peu ses œuvres sérieuses, arrive à très bien vivre en rédigeant des livres criminels, violents, qui eux se vendent bien sous le nom de George Stark. Leur nom les différencie bien. Stark, en allemand voulant dire fort, puissant, et en anglais dur ou brutal. Cela contraste avec Beaumont, le nom de famille de Tad, et qui par ailleurs était le nom de l'un des scénaristes de la 4e dimension, qu'affectionnait Stephen King. Un maître chanteur potentiel surgit de son amphi en menaçant de révéler cette association. Mais avec ses conseillers littéraires, on décide d'avouer de manière ludique en mettant en scène l'enterrement de Stark. Voici une couverture d'un livre de George Stark. Vous voyez bien la couleur. Et avec son héros récurrent, Alexis Machine. Alors, donc, on décide d'avouer, et tout de suite, après cet événement très médiatisé, commence une série de meurtres. On enterre George Stark. Commence une série de meurtres commis contre les participants, tous tués de façon horrible par un personnage ressemblant un peu à Tad, tout en arborant un look de prédateur. Tad est sûr qu'il n'est pas lui-même le coupable, mais à Castle Rock, ville principale de ce que l'on pourrait appeler Kingland, la Nouvelle-Angleterre construite et décrite par King dans ses œuvres, le policier local a des soupçons, car Beaumont et Stark ont des empreintes digitales identiques, chose impossible, soit dit en passant. Cet extrait donc pose les bases de l'histoire. On remarque les crayons à papier, les Barrel Black Beauty, que l'une fois adulte, plutôt que la machine à écrire qu'il utilise pour ses propres écrits, Tad va utiliser pour écrire les romans de George Stark, et plus tard pour appeler l'apparition de cet alter ego. Les maux de tête du jeune Tad commencent à ses débuts en création. Le jumeau absorbé se manifeste au moment où naît son talent. Stark est son mauvais génie, mais aussi s'amuse. Ayant décimé ses associés, Stark arrive à entrer chez les Beaumont et il tient prisonnier la femme de Tad et ses 2 nourrissons jumeaux. Dans un combat épique, Tad, aidé d'une nuée d'étourneaux, arrive à vaincre Stark en lui jetant à la tête sa machine à écrire. Stark, la figure arrachée par les étourneaux façon les oiseaux de Hitchcock, est ramené vers la lune par les oiseaux psychopompes, les accompagnateurs des esprits des morts, déjà activés par la mort de l'ischiopage, le jumeau absorbé, excisé dans l'enfance de Tad. Les mouvements de ces oiseaux, compagnons de la mort, ponctuent le film comme le pépiment, certainement doublé, des bébés jumeaux du couple Beaumont, symbolisant très évidemment la vie. Ces écrivains jumeaux, Beaumont et Stark, gardent un peu de la nuance mystique s'attachant aux jumeaux de la mythologie, Cain et Abel, Romulus et Remus par exemple. D'ailleurs, dans les 2 films de ce matin, il s'agit de la renaissance du jumeau survivant, surgissant des cendres de son compagnon éteint. À moins d'admettre et d'apprécier l'univers kingien, dans lequel la violence et le surnaturel surgissent dans le quotidien, comment comprendre cette histoire qui ne tient pas debout, sinon comme allégorie de la création littéraire, irriguée par des sources propres et impropres, ou même de la nature humaine tiraillée entre le bien et le mal. La part des ténèbres est autobiographique à plusieurs titres, non seulement à cause de la répudiation de Richard Bachman, événement qui l'a inspiré, mais parce que l'on a appris que le roman était le premier à être rédigé par King après s'être libéré de l'alcool et d'autres drogues qu'il utilisait pour faciliter l'écriture avant de se faire désintoxiquer.
Stark serait donc l'ancien artiste addict avec lequel l'auteur voudrait rompre. Dans le film, on apprend que Tad a arrêté la boisson et le tabac 2 ans avant la diégèse, alors que Stark boit et fume sans arrêt. Ils sont joués par le même acteur, évidemment. Ses frères ennemis, les 2 moitiés d'un auteur, évoquent les archétypes de Jekyll and Hyde ou de Cain et Abel se battant et mort, figurant le combat intérieur d'un auteur partagé entre la littérature de qualité et les romans de gare violents, un peu le même problème que celui de Charlie Kaufman dans Adaptation. L'entité auteur est coupée en 2, un dispositif que j'appelle très logiquement la gémellisation, puisqu'il s'agit ici de jumeaux, mais qui se trouve aussi dans des œuvres ne parlant pas de jumeaux. Cette démultiplication du personnage d'auteur se trouve notamment dans quelques-uns des autres films, centrés sur des écrivains, mais aussi dans quelques romans. Je parle de Stephen King toujours. Je crois qu'il y a un diapositive, voilà, avec les films en question. Dans Shining 1980, il existe un combat entre 2 voix cherchant à imposer la ligne narrative du film. Celle bloquée de l'auteur fou et celle de l'hôtel Overlook lui imposant l'histoire répétitive du meurtre qu'il incarne. Dans Misery 1990, une lectrice folle force l'écrivain à écrire, essayant de partager sa voix et de commander sa production. Dans Fenêtre secrète 2004, une sorte de révision de la part des ténèbres, la folie de l'auteur prend la forme d'une schizophrénie qui le fait imaginer un auteur antérieur, Shuter, l'accusant de plagiat, lequel, un peu comme George Stark dans le film de 1993, tue tous ses associés, y compris son ex-femme, dont son nom Shoot Her, car il est fâché de ne pas être reconnu. Les corps du délit sont introuvables, car l'écrivain, le vrai meurtrier, les a enterrés dans son jardin, juste en dessous de sa fenêtre. Il y cultive du maïs, dont il mange des épis devant l'inspecteur qui vient lui dire que l'on est sûr qu'il est le tueur sans pouvoir le prouver. Hommage Hitchcockien évident. C'était une histoire de la série de Hitchcock dans laquelle une femme de policier ayant tué son mari avec un gigot d'agneau congelé sert le gigot rôti au policier. Voilà, ce dispositif permet de créer drame et conflit autour d'un personnage solitaire et sédentaire, au sujet desquels les journalistes écrivent de temps en temps un papier demandant si confectionner un film de qualité autour d'un écrivain est chose possible ou non. Dans La part des ténèbres, la pertinence autobiographique du film est réduite par le paratexte sans faire partie intégrante de la conception dramatique, comme dans Adaptation. Charlie Kaufman, je crois qu'il y a se représente comme un personnage nommé Charlie Kaufman, dont le frère jumeau Donald Kaufman, également joué par Nicolas Cage, a fait ses débuts dans le métier de scénariste. Adaptation fut salué par le critique Roger Ebert, très célèbre, comme une sorte de miracle de la création cinématographique, puis il continuait. Il s'agit d'une œuvre prétendument autobiographique, un récit de la création d'un texte montré en train de se faire, la réception du spectateur se terminant peu après la fin de cette composition. La chronologie est brouillée par le fait que le film que nous regardons est aussi le texte que prépare l'écrivain, le passé devenant présent. La scission et la démultiplication d'identité est une marque de fabrique des scénarios de Charlie Kaufman, auteur d'un autre film dirigé par Spike Jonze, Dans la tête de John Malkovich, dans lequel les personnages deviennent capables, moyennant finance, d'entrer l'espace de quelques minutes dans la vie et la tête d'un acteur célèbre. Il a également écrit Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry, 2004, traitant d'une machine à nettoyer la mémoire, permettant d'éradiquer les traces laissées par les chagrins d'amour, modifiant les trajectoires de la conscience. Dans Synecdoche, un film de 2008 réalisé par le scénariste lui-même, très fatigant, un dramaturge recevant un financement énorme sous la forme d'une bourse MacArthur pour génie, achète un hangar immense pour y recréer les choses et les gens de sa vie,
remplaçant parfois les acteurs qui deviennent trop âgés pour leur rôle. Il s'agit d'une représentation quotidienne et, comme on dit, 24/7 de sa propre vie, le rideau ne tombant qu'à la mort du scripteur. Dans Adaptation, les deux frères sont l'un aussi grassouillé, dégarni que l'autre, mais leurs personnalités sont radicalement opposées. Charlie hésite, doute de lui-même, se bloque, incarne le stéréotype de l'écrivain névrosé. Donald, joyeux, attire les filles, écrit sans peine et vend son premier scénario à $1 million. Le mot adaptation désigne le scénario que doit livrer bientôt Charlie, une adaptation du livre The Orchid Thief, voleur d'orchidées de Susan Orlean, sur John Laroche, chasseur d'orchidées, et notamment le fantôme d'où l'on peut tirer une drogue. Il raconte aussi l'adaptation du personnage principal Charlie dans les termes utilisés par l'horticulturaliste John Laroche en parlant des plantes. Selon Laroche, elles doivent comprendre comment devenir capables de prospérer dans le monde. Le développement de scénarios diégétiques a partie liée avec l'évolution personnelle de son auteur, les deux se réalisant ensemble. L'apathie et l'insécurité de Charlie cédant la place à la joie de vivre et à la naissance de l'amour quand il termine son texte. L'histoire de Charlie rappelle et commente celle de Susan Orlean, personnage diégétique portant le nom sans forcément refléter la personnalité de la journaliste réelle, auteur du livre, devant être adapté. John Laroche, personnage basé sur le chasseur d'orchidées, fait écho à la personnalité enthousiaste et ensoleillée de Donald. Susan est marquée de tristesse, incapable d'être fascinée par le monde, comme l'est constamment Laroche, collectionneur obsessionnel sinon fidèle, aux diverses lubies, allant de la mer et ses poissons à la pornographie. Susan accomplit son adaptation à l'aide de la drogue extraite des orchidées en passant par une liaison avec Laroche et pour finir la folie meurtrière. La trajectoire de Charlie le conduit en sens inverse vers le bien, la créativité et l'amour. Voilà, ça c'est les vrais Susan Orlean et le vrai John Laroche. Charlie reçoit les conseils de Robert McKee, le script doctor et professeur de l'art du scénario qu'émulait Donald. McKee maintient dans une leçon d'écriture qui est aussi une leçon de vie que l'on ne peut pas avoir un personnage sans désir, ça n'a pas de sens. Et réfute la proposition de Charlie selon laquelle rien ne se passe dans le monde. Ayant intervenu en amphi, Charlie suit McKee dans la rue et leur entretien, et c'est le prochain extrait, Freddy, s'il te plaît, marque le point tournant du scénario du personnage Charlie comme celui du scénariste réel, mais aussi un tournant dans la vie du personnage. McKee lui dit que le reste du film, que ce qu'il a fait est déjà assez nul, mais que le reste du film, son troisième acte, qui selon McKee peut sauver un film s'il est empreint du wow factor, W-O-W, on connaît ce mot par la publicité. La fin du film, son troisième acte, applique certains des enseignements de McKee, mais pas tous. Touchant à sa fin, il s'accélère et lors d'une poursuite en plein marais, Laroche meurt ingéré par un crocodile de passage. Dans une péripétie inattendue et illogique, Donald se fait tuer dans un accident de voiture, tout autant le fruit d'un hasard aveugle servant de dieu de la machine, celle interdite par McKee. Donald, ayant pris en charge les recherches en vue de la création du scénario, revêt en fin de compte une dimension spirituelle. Se confiant à lui lorsqu'ils espionnent tous deux Laroche et Susan Orlean, Charlie rappelle à son jumeau un souvenir de jeunesse, parlant de la compassion qu'il avait pour lui quand Donald, amoureux, se fait ridiculiser à haute voix par l'objet de son affection. Mais Donald, imperturbable, continue à aimer cette adolescente, quand bien même elle se moque de lui. Tout ce qui lui importait était l'amour que lui, il lui portait, un sentiment qui le rendait heureux. Dit-il à son frère, je me définis par ce que j'aime et non pas par ceux qui m'aiment.
Cette leçon de sagesse donnée par Donald rend sa mort en un sens christique, en un sens, ou d'humain sacrificiel, et transforme Charlie, le jumeau survivant. Sortant de son chrysalide, il termine le scénario, trouvant enfin courage de déclarer à la violoniste qu'il avait fréquentée. Après la mort de Donald, il semble avoir en quelque sorte absorbé son jumeau, acquérant certaines de ses qualités. Mais sa réussite ne semble pas totale. Le personnage Charlie Kaufman avait voulu faire un film original et insolite, quelque chose sur les fleurs. Mais la fin du film du vrai Charlie Kaufman, celui dont nous sommes spectateurs, devient une œuvre à la Donald, aux composants sensationnalistes. S'est-il vendu pour réussir? Porte-t-il le masque de son frère? À la fin du film, une ribambelle de marguerites jaunes encadre l'écran. Nous disons que, oui, en fin de compte, il y avait aussi des fleurs dans le film final. Mais celles-ci, par leur côté simple et innocent, sont tout le contraire d'orchidées. Ce plan final semble rajouter une touche d'ironie, signalant un certain désenchantement. Cette happy end est trop belle pour être vraie, incarnant la triomphe finale de Robert McKee et de son acolyte Donald, et l'échec de Charlie. Le film raconte un scénariste désirant être original, se rabattant en fin de compte sur le B.A.B. du cinéma, tel que Donald le comprenait, un film populaire loin de ce qu'il cherchait à réaliser, à savoir un film d'art. Mais le film de Spike Jonze, rédigé par le vrai Charlie Kaufman, exauce peut-être son vœu, la fiction est secourue par la réalité. Le film mêle réalité et fiction. McKee, le gourou du scénario, existe bien qu'il n'ait pas joué dans le film son propre rôle. Et en discutant avec Charlie, il nous signale l'existence historique de deux frères jumeaux scénaristes, Julius J. Epstein et Philip G. Epstein, co-auteur de Casablanca 1943, de Michael Curtiz, appelé par McKee le plus grand scénario de tous les temps. En consultant son Wikipédia, on apprend que les deux frères Epstein ont été les seuls frères de l'histoire du cinéma à avoir remporté ensemble un Oscar et que Philip Epstein est mort à 42 ans. Son frère connaissant après son décès une carrière longue et bien remplie, s'éteignant à 91 ans. Susan Orlean et John LaRoche sont des personnalités réelles et la vérité de leur rencontre est racontée dans The Orchid Thief, le livre de Susan de 1998, adapté de son article dans le New Yorker de 1985. Réalité, fiction, anamorphose, sommes-nous chez Pirandello? En effet, quelques-uns des premiers plans de Jones nous conduisent sur le plateau de Dans la tête de John Malkovich. Nous rappelons en effet le début des 6 personnages en quête d'auteur, une pièce de Pirandello de 1921, quand les acteurs diégétiques se réunissent sur une scène pour répéter une autre pièce du maître italien. Mais il y a certainement d'autres antécédents pour ce film dans la littérature du théâtre du XXe siècle, sinon du cinéma. Les deux, Charlie Kaufman, auteur et sujet, nous font irrésistiblement penser au théâtre de l'absurde, et notamment au Bobby Watson de la cantatrice chauve d'Eugène Ionesco, 1949, ou à d'autres œuvres dites avancées dans leur temps. Par exemple, une nouvelle diapo, Strange Interlude d'Eugène O'Neill, 1923, produite sur Broadway en 1928. Le film de Robert Z. Leonard ayant été produit en 1932. Dans cette pièce, les personnages ont 2 voix, celles qu'ils utilisent dans le monde et celle de leur inconscient. Dans une autre pièce d'O'Neill, The Great God Brown de 1926, l'auteur donne aux personnages des masques qui sont utilisés d'une manière similaire, couvrant leur figure lors d'échanges ordinaires, absent lors des expressions sincères. J'ai utilisé le terme gémellisation pour me référer au fait de scinder en 2 un personnage décrivant, le multipliant par 2 comme dans les films que j'analyse dans cette conférence, ou bien de distribuer à 2 personnages les éléments qui, pris ensemble,
pourrait constituer un tel personnage. Je ne suis pas encore une experte S-King, dont les romans regorgent de figures d'écrivains, mais dans la sélection d'œuvres que je connais bien, les écrivains peuvent être doublés par des ombres. Et là, il y a une autre diapo. Les romans sont souvent narrés à la première personne, mais ce narrateur peut ou doit s'associer à un autre lui-même. Ainsi, la gémellisation s'insère au cœur du répertoire des faits de certains livres, comme Finders Keepers, sorti en 2015. Rappelons un peu Misery, ce roman nous présente un lecteur fou, obsédé par un écrivain, ou plus précisément par l'un de ses personnages, un rebelle que l'auteur finit par embourgeoiser. Ayant appris que l'auteur garde chez lui des carnets impubliés, cherchant une suite de l'histoire qui renverserait ce destin, le criminel se rend chez cet écrivain, célèbre, vivant reclus dans la Nouvelle-Angleterre, le vole et le tue. Sortant plus tard de prison, où il échoue pour d'autres raisons, ce lecteur-tueur, trouvant finalement son trésor de carnet, obsédé par ses lecteurs fiévreuses, se laisse brûler vif. Hanté par la voix de l'auteur, il veut s'y substituer et modifier le destin qu'elle a le pouvoir de contrôler. Dans Lizzie's Story, Histoire de Lizzie, très beau roman, la veuve d'un auteur célèbre suit les traces écrites laissées par son conjoint pour composer avec lui l'histoire qu'il a voulu qu'elle connaisse de sa famille frappée d'une folie meurtrière et héréditaire. Cette histoire d'amour, de crime et de folie, incluant le surnaturel, est lentement obtenue par l'interaction de deux narrateurs, les deux époux, l'une vivante et l'autre morte. Dans Sac d'os, Bag of Bones, 1988, un auteur célèbre, veuf d'une femme adorée, doit déchiffrer les indices qu'elle a laissés pour dénouer l'histoire d'un crime raciste et le massacre rituel d'enfants. Il s'agit ici aussi d'une histoire d'amour rapprochant dans une narration commune les deux voix ne communiquant pas forcément par des expressions verbales standards. C'est dans Sac d'os que nous apprenons la mort par suicide de Tad Beaumont, l'auteur jumeau de La Parade des Ténèbres. Donc, enfin, force est de constater que les particularités communes à ces deux films, et notamment leur caractère autobiographique, renvoient à des équivalents un peu partout dans la littérature des États-Unis, notamment les personnages d'écrivains, l'autoréférence, la réflexivité, mais le fait qu'ils participent à une génération d'écrivains obsédés par les figures d'écrivains ne veut pas dire que King n'est pas original, parce que je pense qu'il y a une dernière diapositive, je crois, avec des films des années de 1949. Je pense que le personnage dans Shining, de l'écrivain fou et qui tue, est une création de Stephen King, parce que, ayant terminé avec des amis un livre sur les tueurs, il semblait naturel, avec Nadia on a parlé d'écrivains tueurs, et sauf dans les films biographiques, il semble que ces personnages n'existent pas, sauf chez Stephen King, et les films qui viennent après Shining, sauf pour deux films de 1949, un film de Fritz Lang, House by the River, Au fil de l'eau, et un film avec Bogart, le violon, qui concerne des écrivains qui tuent. Et voilà, donc il a eu cette originalité de créer ce personnage. Et voilà, mais dans le dernier paragraphe, que je résume en 3 secondes, dans le livre de 2001, j'avais postulé un phénomène qui s'appelle la voix baladeuse, qui intensifie l'identification avec le personnage de l'écrivain, et je voulais simplement dire que dans les films que j'ai étudiés ce matin, ce phénomène n'existe pas. Ils sont trop autobiographiques et ils se réfèrent trop visiblement aux auteurs. Excusez-moi de déborder, merci pour votre attention.